beaucoup de cette introduction qui me met presque en difficulté, dans la mesure où je risque de décevoir cette attente qui est la vôtre sur ce sujet complexe et délicat. Alors, je ne voudrais pas être trop long par ailleurs, hein, nous sommes entre nous là, et le sujet est complexe et délicat, donc j'ai essayé de le cerner en mettant en œuvre trois perspectives différentes. Chacune exige une certaine explication. Ce que je vous proposerai, si véritablement je prends trop de temps, c'est, je vais vous indiquer les trois et peut-être la dernière, ne pas vous l'infliger si le temps qui s'est écoulé est trop long. Alors nous verrons en fonction du temps dont je pourrai disposer. En tout cas, chers consoeurs et chers confrères, je suis très heureux de vous parler de Michel Foucault et le droit, qui est un sujet évidemment qui, a priori, n'est pas très, très évident. Car 30 années ont passé depuis la disparition de Michel Foucault, un peu plus même aujourd'hui, et sa pensée est toujours présente, toujours vive et toujours vivante. Nombre d'ouvrages, d'articles, de colloques en sont le témoignage. Foucault, et le recul des années permet de le dire, je crois, est bien un grand penseur du XXe siècle, et son empreinte s'est manifestée sur tout l'arc des sciences, des connaissances, et en particulier dans le champ des sciences humaines. Et il est cependant un domaine dans lequel son apport, son influence demeure incertaine, problématique et discutée. C'est celui justement du droit et des disciplines juridiques. Et donc ma tâche ne sera pas facile parce que précisément on est dans cette situation-là. Effectivement, la question du droit n'a fait l'objet, dans l'immense ensemble de l'œuvre de Foucault, n'a fait l'objet d'aucune étude directe, d'aucune étude spécifique. Et si cette question du juridique est abordée dans ses ouvrages, qui sont déjà nombreux, dans ses cours au Collège de France, qui se sont déployés sur plusieurs années, les multiples études et entretiens rassemblés dans les quelques 3500 pages des dits et écrits, elle est toujours située dans un contexte plus général dont elle n'est qu'un aspect. Elle est souvent située, cette étude du droit, soit en amont du droit lui-même, soit en aval. Et pour ne vous donner qu'un exemple, Surveiller et punir, qui est en général connu des juristes, et ouvrage qui a retenu en particulier l'attention des pénalistes, eh bien, ce n'est pas une étude de droit pénal. C'est une étude beaucoup plus générale, philosophique, de la notion de pénalité, mais ce n'est pas du droit. Donc, il est difficile de dégager le droit dans l'œuvre de Foucault, d'autant plus que, selon certains, tu le rappelais il y a un instant, Foucault aurait eu une conception étroite du droit, marquée par un positivisme réducteur, le conduisant à situer le droit en dehors de la société, fermé à toute évolution. Vision sans doute excessive, mais il faut bien reconnaître que le droit a été plutôt pour Foucault un contre-modèle qu'un objet d'étude spécifique. En fait, la position de Foucault quant au droit est d'une telle complexité qu'elle décourage toute affirmation systématique. Nous allons pourtant essayer de nous engager dans ce labyrinthe, tenter de dégager quelques lignes directrices, quelques perspectives générales, et je voudrais vous en proposer trois, qui sont à la fois, selon un schéma très foucaldien, successives et simultanées. C'est-à-dire qu'elles se sont succédées, mais qu'elles jouent ensemble, malgré tout. D'abord, et ces trois perspectives donc, qui permettent peut-être de dégager les figures majeures prises par le droit dans cette œuvre. Une première ligne est celle du rapport du droit à la norme. Là, nous sommes un peu chez nous. La notion de normativité ayant une place vraiment essentielle dans la conception, dans la pensée foucaldienne. On sait aussi, c'est le deuxième point, que Foucault est, selon ses propres termes, un philosophe de la vérité.
Or, notion qui nous est plus lointaine. Or, dans le cheminement complexe des analyses sur ce thème, le processus juridictionnel a été pour Foucault, nous allons le voir, un moment vraiment essentiel de l'évolution d'une conception moderne de la vérité. La vérité sortirait du droit, ce qui est tout de même assez étrange et intéressant à expliquer. Un troisième trait majeur des travaux de Foucault, c'est là qu'éventuellement, si le temps est trop long dans les premiers points, je ne ferai que le citer. Un troisième trait majeur des travaux de Foucault concerne les analyses approfondies qu'il a conduites dans la dernière partie de sa vie, notamment dans ses derniers cours au Collège de France, sur la notion de gouvernementalité. Gouvernementalité est un mot foucaldien, ce n'est pas gouvernance, un mot qu'on a mis un peu à toutes les sauces et dans un usage abusif. La notion de gouvernementalité, or, cette notion rencontre la question du droit et permet de comprendre ce que Foucault veut dire par là. Qu'est-ce que la gouvernementalité? Le droit tente, chez Foucault, de l'expliquer. Alors d'abord, première perspective, la normativité. Alors le thème de normativité est entendu ici au sens le plus général, comme faisant référence à ce qui concerne les normes, la notion de norme, notion qui est évidemment essentielle pour nous juristes. Cette question des normes semble bien centrale pour Foucault et traverse l'ensemble de son œuvre. On peut cependant tenter de dégager en trois mouvements. D'abord, le sens général que Foucault donne à la notion de norme, qu'entend-il par norme? Ensuite, au fond, ce qu'il fait de la notion de norme dans sa pensée, et notamment le passage d'un modèle plus juridique à un modèle plus disciplinaire, je m'expliquerai sur ce mot, et enfin comment ce modèle permet de conduire non pas une théorie, mais ce qu'il appelle une analytique du pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que le droit permet de comprendre ce qu'est le pouvoir? Premièrement, la notion générale de norme, pour Foucault, cette notion ne relève pas d'une analyse juridique, mais d'une analyse qu'il situe dans le prolongement de celui qui avait été son maître, le grand philosophe Georges Canguilhem. Georges Canguilhem, dont on connaît un ouvrage, l'ouvrage le plus célèbre, Le normal et le pathologique, qui est toute une réflexion sur ce qu'est la norme, justement. Se référant à cet ouvrage, dans son cours au Collège de France du 15 janvier 1975, Foucault en retient quant à la notion de norme deux caractères essentiels. D'une part, la norme ne se définit pas du tout comme une loi naturelle, c'est-à-dire la normativité, ce n'est pas la normalité. Mais, et je crois que ça peut nous intéresser, par le rôle d'exigence et de coercition qu'elle est capable d'exercer par rapport au domaine auquel elle s'applique. Elle est un élément, ainsi, à partir duquel, écrit-il, ou dit-il, puisque c'est un cours, à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé et légitimé. D'autre part, la norme porte avec soi à la fois un principe de qualification et de coercition, ce qui a pour conséquence qu'elle n'a pas pour fonction d'exclure et de rejeter, qu'elle est au contraire toujours liée à une technique positive d'intervention, de transformation. Derrière la norme, il y a un projet normatif. Alors on voit tout de suite qu'à partir d'une référence biologique, celle de Canguilhem, à partir de cette référence, Foucault met en lumière une idée de la norme qui ne relève en rien de la normalité au sens courant du terme, mais de la normativité telle que nous l'entendons. Finalement, sa notion de norme, vous en serez sans doute d'accord, est assez proche de celle que nous pouvons avoir en tant que juristes. Mais, et c'est mon deuxième point, il ne faut pas s'y tromper. Car cette conception de la norme n'est pas moins, pour Foucault, très éloignée de ce qui se fait, de la conception qu'il se fait
de l'acte juridique le plus classique qu'est la loi, et notamment la loi pénale. Comme le relève un certain nombre d'études consacrées à la relation de Foucault aux normes, c'est une opposition qui est établie par celui-ci entre le modèle du droit, de la loi et de la sanction considéré comme négatif et celui positif et productif de la norme telle qu'il l'entend dans ce qu'il appelle la logique disciplinaire. Il y a chez Foucault, en fait, une interrogation fondamentale. Comment passe-t-on d'une conception négative de la norme et de son action, fondée, dit-il, sur un modèle juridique d'exclusion, en rapport avec le partage du permis et du défendu, à une conception positive qui insiste au contraire sur sa fonction d'inclusion et de régulation, au sens non d'une réglementation, mais d'une régularisation. Cependant, cette opposition, déjà difficile, est complexe car le modèle juridique, tel que nous l'entendons, est aussi à prendre en compte aux côtés de ce modèle disciplinaire positif et de régulation. Il est à prendre en compte dans une double fonction. D'abord, et très rapidement, le droit, le modèle juridique a une fonction d'expression même de ce pouvoir disciplinaire. Expression même de ce pouvoir auquel la forme juridique est nécessaire pour qu'il soit effectif. Foucault, par exemple, je le cite, définit le droit comme un langage de la vie réelle et du pouvoir, et il précise « Le langage du droit est bien la forme en général sous laquelle le pouvoir peut et doit se manifester, s'énoncer, se représenter. » Donc, d'abord, faculté d'expression. Et puis, dans ce prolongement de la faculté d'expression, une fonction de légitimation du pouvoir dans son orientation disciplinaire. L'adoption du modèle juridique du pouvoir a un aspect ici tactique, parce que la référence au droit permet aux normes disciplinaires de se trouver dans des conditions d'adoption qui sont plus faciles à accepter. Au-delà de ce positionnement du droit, qui est à la fois en quelque sorte mode d'expression et de légitimation de la norme telle que Foucault l'entend dans une perspective disciplinaire, se pose la troisième question, le droit est-il une voie appropriée pour comprendre ce qu'est le pouvoir? Est-ce que le droit nous éclaire sur cette notion mystérieuse, finalement, et tellement débattue qu'est le pouvoir? Foucault nous répond par la négative. En fait, ce qui intéresse Foucault au départ, c'est moins l'analyse du système juridique que, je le disais tout à l'heure, en amont, les fondements théoriques dans la philosophie politique que l'on trouve notamment chez Hobbes ou chez Rousseau. Dans un cours du 14 janvier 1976, Il faut défendre la société, est développée par Foucault une théorie de la souveraineté qui conditionne la nature même du droit. La souveraineté est considérée par Foucault non pas comme un pouvoir unilatéral suprême, c'est l'idée première que l'on en a, mais comme le résultat d'un contrat à la suite duquel les droits que détenaient originairement et par nature les sujets sont transmis à la puissance publique qui aura pour mission de les garantir et de les protéger. Le sujet naturel devient alors le sujet politique. Ce que Foucault nomme d'une manière tout à fait intéressante le cycle du sujet au sujet, exprimant par là la profonde ambiguïté de la notion même d'un sujet à la fois détenteur de droits initiaux et assujetti au pouvoir sous la protection duquel il se place. Lorsqu'on parle du sujet de droit, c'est un homme libre qui se dresse. Lorsqu'on parle du sujet du roi, c'est un homme sous l'autorité d'un pouvoir qui le domine. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, puisque
on se trouve dans une perspective dans laquelle l'état de droit est un aspect de la garantie des sujets, mais en même temps, c'est toujours le droit d'un État auquel ces sujets sont soumis. Mais l'analyse de Foucault va plus loin. Pour lui, en effet, si le droit est un aspect important de la manifestation du pouvoir, il n'en est que le masque formel. Et dès lors, la voie de l'analyse juridique, pour cette raison, ne permet pas de comprendre ce qu'est véritablement le pouvoir, selon Foucault. Et là, nous retrouvons son ouvrage « La volonté de savoir », premier volet de son histoire de la sexualité, qui ne parle pas d'ailleurs véritablement dès le début de la sexualité, mais justement de la notion de pouvoir. Et Foucault nous dit, l'enjeu des enquêtes qui vont suivre, c'est d'avancer moins vers une théorie que vers une analytique du pouvoir. Et nous dit-il, cette analytique du pouvoir ne peut se constituer qu'en s'affranchissant d'une représentation du pouvoir, celle qu'il appelle juridico-discursive. Cette conception juridico-discursive, donc fondée sur le droit, est rejetée par Foucault, qui propose une autre méthode pour saisir la véritable nature du pouvoir. Car pour Foucault, le discours juridico-discursif nous ramène toujours à l'État, au pouvoir de l'État, un pouvoir centralisé. Or, pour Foucault, le pouvoir est disséminé dans l'ensemble de la société et se loge dans tous les mécanismes, toutes les relations que les individus ont entre eux dans la société. Le pouvoir, ce n'est pas l'État, il est multiple, il est infiltré dans tous les rapports humains. Je le cite, c'est je viens de vous le dire, l'histoire de la sexualité, la volonté de savoir. L'analyse, dit-il, en termes de pouvoir, ne doit pas postuler comme donnée initiale la souveraineté de l'État, la forme de la loi ou l'unité globale d'une domination. Celles-ci n'en sont plutôt que les formes terminales. Par pouvoir, il me semble qu'il faut comprendre d'abord la multiplicité des rapports de force qui sont immanents au domaine où ils s'exercent et qui sont constitutifs de leur organisation. Et un peu plus loin, nous sommes à la page 122 de la volonté de savoir, Foucault écrit « Omniprésence du pouvoir, non pas parce qu'il aurait le privilège de tout regrouper sous son invincible unité, mais parce qu'il se produit à chaque instant, en tout point, ou plutôt dans toute relation d'un point à l'autre. Le pouvoir est partout. Ce n'est pas qu'il englobe tout, c'est qu'il vient de partout. » Donc il a une vision, vous voyez, totalement diffusée dans l'ensemble de la société, qui s'oppose à l'idée d'un pouvoir que nous qualifions souvent avec un P majuscule, qui serait le pouvoir uniquement de l'État. Voilà donc un premier aspect de la conception de Foucault, la conception du droit, vous voyez, qui est déjà complexe sous cet angle premier de la normativité de l'État et du pouvoir. Le deuxième axe que je voudrais vous proposer, c'est l'axe de la vérité. Alors là, la vérité, évidemment, nous sommes moins familiers que la normativité, mais il faut bien voir que la question de la vérité est une interrogation fondamentale, véritable fil rouge qui a traversé l'ensemble de l'œuvre de Michel Foucault. Et pour comprendre le lien entre cette question de la vérité et le droit, qui n'est quand même pas tout à fait évident, et particulièrement le juridictionnel, il faut rappeler brièvement comment Foucault a abordé ce sujet. Dans un premier temps, c'est les œuvres qui concernent les premiers ouvrages de Foucault, pas tout à fait les premiers, mais le célèbre ouvrage « Les mots et les choses » et puis « L'archéologie du savoir ». Dans un premier temps, donc, cette recherche des formations de la vérité a été engagée dans une démarche épistémologique, qualifiée d'archéologique, et qui tendent à saisir les conditions de possibilité, conditions épistémologiques, d'une émergence de la vérité.
je ne m'étendrai pas là-dessus, question complexe et vraiment philosophique, mais ce qu'il faut voir, c'est que par la suite, une nouvelle orientation est apparue chez Foucault, et justement à partir de surveiller et punir. Une nouvelle orientation relevant d'une démarche généalogique et non plus archéologique. Démarche généalogique qui s'efforce à saisir une histoire politique de la vérité, c'est-à-dire comment la vérité n'est pas une donnée première et transcendante, mais comment elle est générée, d'où le terme de généalogie, par toute une histoire politique, ce qui conduit Foucault, au sein de cette histoire politique, à saisir le rapport de la vérité avec les pratiques judiciaires ou juridictionnelles. Donc, nous sommes devant un mouvement complexe, fluctuant, mais dont le sens est clair. Je le répète, il s'agit du passage d'une conception transcendante de la vérité, telle que notamment la recherche de la justice, au sens le plus large du terme, à une conception immanente, susceptible d'être dévoilée par un processus rationnel que l'on trouve au sein de la procédure juridictionnelle. Dans le cours du 9 janvier 1980, Foucault raconte, c'est assez amusant, c'est pour ça que je vous le cite, comment l'empereur Septime Sévère, IIe siècle après Jésus-Christ, avait fait peindre au plafond de la grande salle où il rendait la justice une image du ciel représentant la conjonction des étoiles du jour de sa naissance. Le symbole était clair selon Foucault. Il s'agissait pour l'empereur, je cite Foucault, d'inscrire les sentences particulières et conjoncturelles qu'il rendait à l'intérieur du système même du monde et de montrer comment le logos qui présidait à cet ordre du monde était celui-là même qui organisait, fondait et justifiait les sentences qu'il rendait. Quelques lignes plus loin, Foucault fait une rapide comparaison entre Septime Sévère et Édipe, qui fait l'objet de nombreuses analyses dans plusieurs de ses textes. Et cela parce que, nous allons le voir maintenant d'une manière plus détaillée, Foucault établit un lien entre l'histoire d'Édipe et l'émergence du droit. Et cela dans un texte qui est peu connu, même des juristes, et pourtant qui a pour titre « La vérité et les formes juridiques ». La vérité et les formes juridiques, texte qui est issu d'une série de conférences qui avait été prononcées par Foucault en 1974. Alors, nous ne pourrons pas analyser, déjà celui long, l'ensemble de ces conférences, mais je voudrais vous donner quand même une idée de la ligne que Foucault va suivre pour nous expliquer, d'une manière assez étonnante, quel est le rapport entre la vérité et le droit. C'est dans l'Iliade, d'abord, que Foucault situe la première référence de cette recherche de la vérité dans la procédure judiciaire. Il s'agit, alors c'est une anecdote de l'Iliade, d'une épreuve de course de chars qui oppose Ménélas et Antiloque. Ce dernier a gagné l'épreuve, mais Ménélas conteste ce résultat en invoquant une irrégularité commise par son adversaire. Or, alors qu'un témoin avait été désigné pour ce genre de constat et qui se tenait sur la piste, Ménélas jette un défi à Antiloque, ne demande pas au témoin de témoigner, mais jette un défi à Antiloque pour faire apparaître la vérité. Et il lui dit: posez votre main droite sur le front de votre cheval, tenez avec la main gauche votre fouet et jurez devant Zeus que vous n'avez pas commis d'irrégularité. Antiloque, de crainte d'offenser Zeus sans doute, renonce à ce serment, se dérobe à l'épreuve et reconnaît par là avoir commis l'irrégularité qui lui est reprochée. Voilà, commente Foucault, la vieille et très archaïque pratique de l'épreuve de la vérité, celle où est établie judiciairement, non pas par une constatation, ou un témoin, ou une enquête, ou une inquisition,
mais qui est établi par un jeu d'épreuves. Et alors qu'il rappelle que l'on va retrouver ce jeu d'épreuves dans le haut Moyen-Âge avec le procédé que vous connaissez tous très bien de l'ordalie, il fait bifurquer tout d'un coup son analyse vers l'étude de la tragédie de Sophocle, Édipe roi, qui est le point central de sa recherche sur le rapport du droit à la vérité. Nous connaissons tous l'histoire d'Édipe, dont le tragique destin, il faut bien le dire, fascine notre imaginaire et qui occupe, depuis les analyses de Freud, une part importante de la réflexion philosophique contemporaine. Nous pensons évidemment à Deleuze, à Gilles Deleuze et à son célèbre Anti-Édipe. Mais moins connu et fort intéressant, l'étude de Claude Lévi-Strauss, qui donne une passionnante lecture structurale du cycle de Thèbes, et en particulier du mythe d'Édipe, et qui véritablement apporte une lumière tout à fait inattendue. Mais restons-en à Foucault. Nous savons donc, je vous rappelle cela, que Laios, roi de Thèbes, et son épouse Jocaste ont un enfant pour lequel un oracle avait déclaré qu'il tuerait son père. Pour éviter la réalisation de cet oracle, Laios et Jocaste demandèrent à l'un de leurs serviteurs de perdre l'enfant dans une forêt en l'attachant par un pied à un arbre. Ce détail a son importance. C'est pour cela que cet enfant est appelé Édipe. Édipe, ce qui veut dire les pieds enflés ou le pied déformé. Trouvé par un messager corinthien, un royaume voisin, Édipe est dépendu de son arbre, amené à la cour du roi de Corinthe, le roi Polybe, qui l'adopte. Quelques années plus tard, à la suite de circonstances troubles, Édipe apprend qu'un oracle a déclaré qu'il tuerait son père, qu'il épouserait sa mère, qu'il tuerait son père, c'est-à-dire pour lui le roi Polybe. Affolé par cette prédiction, Édipe décide de s'enfuir. Et il s'enfuit où? Vers Thèbes, où sont ses véritables parents. Or, en chemin, dans un étroit défilé, Édipe rencontre un char qui l'empêche de passer. Il est fougueux, il est jeune, il se met en colère, et à la suite d'une vive altercation, il est plus que fougueux, il tue le conducteur et son passager, qui était le roi de Thèbes, Laios, son père. Ignorant évidemment cela, Édipe poursuit son chemin et arrive aux portes de Thèbes, gardées, nous le savons tous, par un sphinx, ou une sphinge, plutôt, qui posait des énigmes aux voyageurs et dévorait tous ceux qui échouaient. Et jusqu'alors, tous avaient échoué. Le sphinx pose à Édipe une énigme célèbre que nous connaissons tous. Quelle est l'être qui marche d'abord sur 4 pieds, puis sur 2, puis sur 3 ? Ce qui est moins remarqué, c'est que la devinette est biaisée, car Foucault sait les choses sur les pieds. C'est l'homme qui est caractérisé par les pieds. Or, le sphinx lui pose une question concernant les pieds. Quoi qu'il en soit, Édipe évidemment trouve l'énigme et, déjoué, le sphinx se jette dans un ravin. Édipe rentre à Thèbes en héros libérateur. Les Thébains, en faisant leur roi à la place du roi Créon, qui était le frère de Jocaste, et lui donnent en mariage Jocaste, la veuve du roi Laios. L'oracle est réalisé. Il a tué son père, il épouse sa mère. Ils ont d'ailleurs plusieurs enfants, dont la célèbre Antigone. Cependant, après plusieurs années de bonheur et de prospérité, plusieurs calamités s'abattent sur la ville. Et l'oracle consulté, une fois encore, déclare qu'elles ne pourront cesser que lorsque l'on aura découvert quelle est la personne qui a tué le roi Laios. Et c'est là que se noue toute la question de la relation du droit à la vérité. Édipe, en effet, c'est le roi, on disait le tyran même à cette époque,
s'engage auprès des Thébains à découvrir lui-même, par tous les moyens, la vérité sur la mort de Laïos. Il va mener l'enquête. Et d'abord, fidèle à la tradition, il demande à Créon de s'adresser à celui qui connaît le sens des oracles, le devin Tirésias. Le devin Tirésias aveugle et qui était en relation avec les forces surnaturelles. Tirésias, par une formule d'abord détournée et puis ensuite sans aucune équivoque, répond qu'Édipe est le meurtrier de Laïos. Donc dès le début, dans la pièce de Sophocle, on en est aux toutes premières scènes, on a toute la vérité. Mais c'est là que tout commence. C'est là que s'opère un tournant essentiel. Édipe, soupçonnant Créon, qui a été démis en sa faveur, de chercher à lui nuire et donc de le dénoncer injustement, décide de prendre lui-même en main l'enquête et de mettre en place un ensemble de moyens d'investigation susceptibles de permettre l'apparition de la vérité. Et alors que cette vérité était ressortie dans l'immédiateté de la parole de Tirésias, va s'engager un long et complexe processus, à la suite duquel sera établie rationnellement la preuve de la culpabilité d'Édipe. Intervient alors, effectivement, d'abord un messager de Corinthe annonçant à Édipe que le roi Polybe est mort. Et alors Édipe est rassuré, s'il est mort, c'est que je ne l'ai pas tué. Mais il apprend tout de suite après, par ce même messager, qui referme le piège, que Polybe n'était pas son père. Puis viennent plusieurs témoignages, et notamment, je n'entre pas dans le détail, mais le témoignage décisif du berger auquel Jocaste avait donné l'enfant, et qui, au lieu de l'abandonner dans la forêt, nous l'avons vu, l'avait finalement remis à un messager de Corinthe. Ainsi, par l'emboîtement de révélations successives, conduit rationnellement, la vérité acquiert un nouveau statut, qui n'est plus le statut dégagé par la déclaration de Tirésias. 3 points ici pour voir quel est ce changement de statut. D'abord, et je crois que c'est vraiment là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, la vérité se trouve détachée de l'exercice du pouvoir, faisant apparaître, selon la belle formule de Foucault, un droit d'opposer une vérité sans pouvoir à un pouvoir sans vérité. C'est-à-dire que ce pouvoir tyrannique du roi, qui pouvait tout, ce pouvoir tyrannique du roi ne l'empêche pas de mettre en place une machine rationnelle qui va lui échapper par le fait même qu'elle est rationnelle, pour découvrir une vérité qui va non point le libérer, mais au contraire le détruire. Et donc, nous avons bien là une sorte de modèle initial que nous a donné la Grèce, d'une sorte de césure entre le pouvoir qui pourrait être souverain et le droit, qui est un principe essentiel de notre démocratie. C'est-à-dire que l'état de droit naît avec ça, d'une certaine manière. Premier point. Deuxième point, cette césure entre pouvoir et droit se prolonge par celle qui s'établit entre prophétie et rationalité, c'est-à-dire entre épreuve et preuve. Et c'est comme le relève Foucault, l'élaboration de ce que l'on pourrait appeler, je le cite, les formes rationnelles de la preuve et de la démonstration. Comment produire la vérité? Dans quelles conditions? Quelles formes observer? Quelles règles appliquer? Et nous sommes là, véritablement, dans les conditions mêmes de ce qu'on appelle la procédure juridictionnelle. Et je dirais même, nous sommes là dans ce qu'aujourd'hui on lui reproche à cette procédure, c'est-à-dire sa lenteur. Mais effectivement, l'épreuve, c'est immédiat. La preuve demande du temps. Et je crois qu'il y a une relation au temps, à ce mécanisme
de déploiement progressif de la rationalité qui ne peut pas se faire comme ça dans un éclat immédiat, mais qui demande du temps. Et je crois qu'on parle beaucoup des rapports du temps à la justice. Disons que là, il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît, c'est que la rationalité, ce n'est pas l'éclat immédiat d'une vérité, c'est une vérité que l'on poursuit lentement et rationnellement et qui demande du temps. Enfin, troisième point, qui est moins connu, mais qui n'en est pas moins fort important, Foucault établit un lien original entre la vérité et le droit, car, nous dit-il, celui-ci est, à partir de cette situation dans la tragédie d'Édipe, est le creuset à partir duquel la rationalité va se répandre dans l'ensemble des savoirs. C'est-à-dire que la première forme de la rationalité va être juridictionnelle, et qu'à partir de cette première forme juridictionnelle, elle va s'étendre dans d'autres domaines du savoir. Il y a eu en Grèce, je cite Foucault, une espèce de grande révolution qui, à travers une série de luttes et de contestations politiques, a eu pour résultat l'élaboration d'une forme déterminée de découverte judiciaire, juridique de la vérité. Celle-ci constitue la matrice, le modèle à partir duquel une série d'autres savoirs, philosophiques, rhétoriques, empiriques, ont pu se développer et caractériser la pensée grecque. Autrement dit, le creuset de la vérité rationnelle, philosophique, serait dans la pensée grecque et dans l'histoire grecque d'ordre juridictionnel, d'ordre juridique. Voilà. Alors aujourd'hui, après des siècles d'ombre et de lumière, cette émergence d'une rationalité portée par la matière et la pensée juridique, et cette relation complexe qu'il établit entre le pouvoir et la vérité, tout cela continue de nous interroger. Mais même si les choses ne sont pas véritablement éclairées ni éclaircies, il faut savoir gré à Foucault, qui n'était pas un juriste, de l'avoir si bien compris et de nous l'avoir si bien fait comprendre. Mais il y a une troisième perspective qui est ouverte par Foucault dans la relation du droit au pouvoir et à la philosophie, c'est le lien que Foucault établit entre le droit et la gouvernementalité. Est-ce que j'ai le temps de vous le traiter? Oui. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Alors ce troisième rapport de l'œuvre de Foucault au droit est effectivement, c'est celui qui est le plus délicat parce qu'il est problématique, car il est lié à une orientation inattendue, nouvelle et surprenante, celle d'une réflexion sur l'économie politique, et particulièrement le néolibéralisme. Alors là, Foucault annonce un cours en 1978-79 intitulé « Naissance de la biopolitique ». Et tout le cours de 78-79 ne va pas aborder la question de la biopolitique, mais va faire une sorte d'introduction épistémologique pour expliquer comment l'étude de la biopolitique doit être déterminée par une explication relevant des rapports entre droit et économie. Foucault est mort malheureusement juste après, et le cours sur la biopolitique n'aura jamais été prononcé. Ce qui fait qu'on ne sait pas exactement en quoi Foucault, on peut le deviner, mais voyez un rapport entre cette réflexion sur le néolibéralisme et la biopolitique. Quoi qu'il en soit, il s'agit effectivement d'un virage du droit vers l'économie politique. Ce n'est pas la science économique en anglais comme on dit aujourd'hui, l'économie politique, et ce virage, Foucault le réalise donc dans les années, tout à fait au début de 79. Dans les leçons de l'année précédente, avait été conduite, c'est intéressant moins pour le juriste que pour le politologue,
toute une étude approfondie sur la mise en œuvre, la mise en place, à la fin du XVIe siècle, de ce qu'il appelait la raison d'État comme mode de gouvernement ou forme de gouvernementalité. Ça, c'était l'année suivante, l'année précédente. En 1979, il s'attache à la limitation susceptible, et alors là c'est une autre perspective, la limitation susceptible d'être apportée à la puissance de cette raison d'État. Comment peut-on limiter la raison d'État? Et il constate que dans un premier temps, cette limitation a été, pour l'essentiel, apportée par le droit. Il nous dit, cette limitation de la raison d'État, on la trouve du côté de la raison juridique, notamment dans l'Ancien Régime, avec les lois fondamentales du royaume et ensuite toutes les doctrines du droit naturel. Et il remarque immédiatement qu'il s'agit d'une limitation externe en quelque sorte, c'est-à-dire dont les sources sont situées dans un ailleurs, dans une sorte de transcendance, le fondamental du royaume, le droit naturel, Dieu ou la nature. Or, vers le milieu du XVIIIe siècle, va être mise en place une limitation du pouvoir, une limitation de la gouvernementalité qui ne sera plus transcendante, mais qui va être intrinsèque. Et l'idée de cette nouvelle orientation n'est pas un principe de droit visant à contenir la souveraineté, mais une question de fait, une question pragmatique, finalement, consistant à rechercher les moyens pratiques, tout simplement, de ne pas trop gouverner. Et Foucault explique alors, eh bien, l'instrument intellectuel, je le cite, le type de calcul, la forme de rationalité qui permet à la raison gouvernementale de s'auto-limiter, encore une fois, ce n'est pas le droit. Qu'est-ce que ça va être à partir du XVIIIe siècle, dit-il? Eh bien, évidemment, c'est l'économie politique. Réponse surprenante, mais que l'on voit expliciter une leçon plus loin, permettant de mieux comprendre, même si c'est difficile, cette confrontation inattendue entre le droit public et l'économie politique. dont Foucault s'étonne lui-même d'ailleurs. Il écrit à ce propos, il parle de ce couplage qui maintenant, dit-il, nous paraît très bizarre entre l'économie politique et le droit public. Ce qui ne l'empêche pas d'en approfondir l'analyse en suivant la voie ouverte à ce sujet, c'est-à-dire la recherche, car c'est ça qu'il faut comprendre, sinon on est perdu par ce mariage bizarre, c'est la recherche des moyens concrets, pragmatiques, de la limitation de la puissance publique qui ne peut pas être faite par le droit, qui doit être faite par ailleurs, et selon lui, donc il y a deux voies. La première, qu'il nomme juridico-déductive, ouverte à partir de la pensée rousseauiste et la Révolution française, on est limité par le droit. La seconde consiste à partir non du droit, mais de la pratique gouvernementale pour essayer de l'analyser en fonction des limites de, je le cite, des limites de fait qui peuvent être posées à cette gouvernementalité. En fait, il s'agit pour Foucault d'une ligne utilitariste, inductive et utilitariste. Foucault était, vous le savez, passionné par l'utilitarisme, il connaissait très bien tous les auteurs anglais, et on connaît l'intérêt de Foucault pour Bentham, Jérémie Bentham, qui a inventé le fameux principe, vous le savez, qui est le panoptique. Alors, j'ai envie de faire une petite parenthèse là sur le panoptique, parce que c'est tout à fait intéressant. Vous savez, c'est ce système qui avait été inventé par Bentham pour l'architecture des prisons. Et notamment, donc, une architecture de prison circulaire, un grand cercle, à l'intérieur, tout autour desquels il y a les cellules des prisonniers,
Et les cellules des prisonniers, à l'intérieur de ce cercle, sont transparentes. On les voit à tout moment. Au milieu de ce cercle, une tour avec juste des meurtrières. Et cette tour est celle qui garde, à l'intérieur de laquelle il y a des gardiens. Seulement, les prisonniers ne peuvent pas savoir s'il y a des gardiens ou s'il n'y en a pas. Et donc, finalement, il n'y a pas besoin de gardiens. Car à tout moment, les prisonniers peuvent penser qu'il y en a, même s'il n'y en a pas. Donc, ce qui garde les prisonniers, ce ne sont pas les gardiens, c'est la tour. Quelle économie! Quelle économie! Il y a cet aspect-là qu'on n'a peut-être pas assez souligné, de l'aspect économique du panoptisme. Et Foucault, donc, se situe dans cette perspective d'un néolibéralisme moderne, en s'attachant à tout un mouvement allemand qu'on a appelé l'ordolibéralisme allemand, avec von Mises, puis l'école de Chicago, et surtout un auteur qu'il étudie d'une manière assez approfondie, qui est Hayek. Donc, ici, écoutez, nous ne pouvons pas aller trop loin sur cette analyse. Je vous renvoie à un ouvrage qui véritablement fait le point là-dessus, de Geoffroy de la Gannerie, intitulé « La dernière leçon de Michel Foucault sur le néolibéralisme, la théorie et la politique ». Je vais quand même essayer, qui a paru en 2012 chez Fayard, je vais quand même essayer de dégager un peu le mouvement essentiel de la pensée de Foucault là-dessus, et puis de voir ce que nous, juristes, on peut en penser quand même, parce que c'est assez surprenant. Alors, il semble dans cette approche que nous nous trouvons devant une référence centrale qui est celle du marché. Ce que Foucault appelle, je le cite, le branchement, c'est lui qui emploie ce terme, le branchement de l'économie politique sur la raison d'État ne signifie pas que le modèle économique serait devenu le principe organisateur de la pratique gouvernementale. Il s'agit de quelque chose qui a modifié le régime de gouvernement et la situation de ses interventions. Et c'est le marché qui aurait changé cette situation dans le rapport au gouvernement. C'est un déplacement, en quelque sorte, du centre de gravité du droit public qui passe de la limitation de la souveraineté à ce que Foucault appelle la contention de l'intervention de la pratique gouvernementale. Comment la contenir? Et ce modèle de contention, qu'il appelle aussi modèle de résistance, où Foucault le trouve-t-il? Dans le mécanisme naturel du marché. Le marché, dit-il, dans la mesure où, à travers l'échange, il permet de lier la production, le besoin, l'offre, la demande, la valeur, le prix, constitue, en ce sens, un lieu de véridiction, je veux dire un lieu de vérification, falsification pour la pratique gouvernementale. C'est à partir de là que Foucault aborde les théories néolibérales, en les caractérisant par le fait qu'elles ne défendent pas seulement le jeu de la concurrence ou du marché dans le domaine économique, mais qu'elles préconisent, nous le savons, d'étendre le marché à l'ensemble des activités sociales et d'ériger la loi du marché pour la soumettre à l'ensemble des activités, des aspects de la société. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'il y a deux aspects qui ont retenu Foucault dans cette histoire un peu curieuse du marché omnipotent comme ça. D'abord, il y a pour Foucault cette conception expansionniste du marché constitue, je crois, l'assurance d'une pluralité au sens de l'ensemble social. Foucault était obsédé par la pesanteur d'un État unique. Et nous parlions tout à l'heure de la relation de pouvoir multiples, etc. On retrouve là cette idée de la pluralité, la multiplicité qui exprime véritablement la totalité des pouvoirs, ce que ne réalise pas le droit limitant la souveraineté.
Et puis, donc il y a la pluralité, mais il y a aussi, et peut-être surtout, le fait que le mécanisme du marché, pour Foucault, se situe au cœur même de la société. Le marché résulte de son fonctionnement réel et concret, il est immanent à la vie réelle des hommes. Et en quelque sorte, la forme du marché ouvre la possibilité, comme le dit la Gannery, de désindexer la réflexion sur le monde de toute invocation d'une instance transcendante, instance qui serait censée unifier et organiser la diversité sociale. Et donc, Foucault, ici, nous propose une distinction qu'il qualifie de très importante. D'un côté, on va avoir une conception de la liberté qui est une conception juridique. Tout individu détient originairement, par devers lui, une certaine liberté dont il cédera ou non une certaine part. Et de l'autre, la liberté qui ne va pas être conçue comme l'exercice d'un certain nombre de droits fondamentaux, mais qui va être perçue simplement comme la recherche d'une indépendance des gouvernés à l'égard des gouvernés. Et donc, d'un côté, il y a les droits de l'homme, et de l'autre côté, cette recherche de l'indépendance des gouvernés, c'est-à-dire une situation de fait de l'individu concret qui est déjà pris dans une relation de pouvoir et qui cherche à la contenir, qui cherche à la limiter. Ainsi, au total, c'est par la voie du recours aux conceptions néolibérales que Foucault entend s'opposer à la philosophie politique traditionnelle et à la conception juridique de la souveraineté située du côté d'un maintien unique de l'ordre et qui ne ferait que renforcer la position dominante de l'État. Au contraire, le concept de marché permettrait cette pluralité, cette immanence qui permettrait de lutter contre le pouvoir. Alors, en terminant, que faut-il en penser? Il faut bien admettre que pour les juristes que nous sommes, et alors même que nous nous efforçons d'avoir une conception réfléchie et critique des concepts juridiques fondamentaux, le parti de Foucault est pour le moins surprenant et même, pourrait-on dire, dérangeant. Alors, quelques remarques terminales à ce sujet. D'abord, on peut dire que c'est quand même assez surprenant de voir Foucault dire que c'est le marché qui doit permettre la liberté et qui est à l'origine finalement de cela, alors qu'au départ, il nous avait expliqué dans La vérité et les formes juridiques que c'était bien la procédure juridictionnelle qui permettait une certaine forme de libération. Mais bon, Foucault a évolué. Foucault a évolué et il y a eu... Et en plus, ce qui est gênant, c'est que on ne sait pas exactement, il est mort trop tôt, ce qu'il allait faire de cette nouvelle conception des choses, notamment avec l'analyse de la biopolitique. On ne peut pas non plus honnêtement considérer que Foucault aurait, vers la fin de sa vie, adhéré à l'idéologie et aux politiques néolibérales adoptées notamment aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Chacun le sait, même si on ne connaît pas très bien Foucault, Foucault a manifesté un engagement auprès de Gilles Deleuze, de Sartre, de Genet et d'un certain nombre d'autres pour les causes les plus dures, les luttes dans la défense des opprimés, des prisonniers, etc. On ne peut pas faire de Foucault un chantre du néolibéralisme alors qu'il a toujours défendu les opprimés. Mais je pense que, surtout, il faut essayer de comprendre ce que représente pour Foucault le néolibéralisme. Il n'adhère pas au néolibéralisme. Il cherche, en revanche, à s'en servir pour lutter contre ce qu'il estime être les idéologies de l'ordre, de la puissance des pouvoirs, et d'abord celle de l'État. Voilà. Donc, je pense qu'il y a, dans cette idée du néolibéralisme comme outil, quelque chose qui relève de la stratégie, d'une tactique permettant d'entrevoir la forme pratique, concrète, qui pourrait être celle d'une lutte
contre l'omnipotence du pouvoir. Alors, reste une dernière interrogation. Cet outil, le marché, est-il bien le bon outil pour atteindre cet objectif? Est-il utile, est-il utilisable? C'est la dernière question que nous voudrions poser. Et la réponse n'est pas facile. La réponse n'est pas facile tant les positions de Foucault sont complexes et enchevêtrées. Il semble, en premier lieu, qu'il existe peut-être chez Foucault une ambiguïté sur la question de l'assujettissement et sur celle connexe des situations d'inégalité et de domination au sein du corps social. Car que fait Foucault de toutes les inégalités? On sait que Foucault n'ignorait ni ne contournait la réalité très dure de ces situations, nous venons de le dire. Mais d'autre part, il semble considérer que les positions néolibérales, on vient de le dire, seraient un moyen de résistance et de lutte. Et c'est là que cette position paraît problématique. Dans la mesure où la généralisation du marché à l'ensemble des activités sociales ne semble pas, en tout cas ne me semble pas a priori prouver qu'elle serait un gage de libération des individus. Foucault ici semble assez curieusement et paradoxalement prisonnier, semble-t-il, d'une conception du contrat, expression juridique du marché, qui est celle de la doctrine juridique classique que par ailleurs il rejette, c'est-à-dire le contrat comme échange de volonté libre et égale. Et d'ailleurs, Laganerie, qui est son disciple sur ce plan, a une vision du marché de cette manière, un marché libre, décentralisé. Alors, il faut bien dire que l'on est surpris, malgré tout, de la part d'esprits dont l'engagement est si net et la lucidité si vive, de cette conception que les juristes, je dirais même les plus conservateurs, ont du mal aujourd'hui à admettre. Le caractère artificiel, illusoire, parfois même hypocrite, de cette idée du contrat comme échange de volonté libre et égale semble bien effectivement de plus en plus reconnue, même si elle n'a pas encore, il est vrai, en droit positif, une véritable influence. Alors, on peut penser que Foucault et ses disciples, n'étant pas juristes, n'ont pas été à même d'avoir une vision critique du contrat. Il a pensé que ça pouvait libérer les hommes de la centralité du pouvoir, de l'omnipuissance du pouvoir. Et je dirais qu'enfin, il se pose la question de l'individualisme, c'est-à-dire qu'avec le marché est mis en avant, et avec la notion de résistance des gouvernés, l'individu tout-puissant, la libération des individus opprimés par le pouvoir étatique et qui devient, en quelque sorte, le principe de base, ce qui situerait Foucault sur la ligne des courants libertaires, notamment le courant représenté par plusieurs auteurs, mais notamment par Robert Nozick. Alors, ce retour à l'individu est-il réel chez Foucault? A-t-il oublié que la société était un ensemble de groupes, qu'il y avait des collectifs, qu'il y a du commun, et que le droit des gouvernés peut passer par le collectif et le commun, et non pas seulement par l'exaltation libertaire de l'individu? Eh bien là, il semble qu'il y ait une ambiguïté, parce que une des dernières interventions de Foucault, dans un entretien avec Paul Rabinoff en mai 1984, il allait mourir quelques semaines après, nous laisse entendre qu'il n'avait pas oublié qu'il y avait du collectif dans la société. Foucault semble avoir eu une intéressante analyse du collectif, du nous constitué comme étant instituant dans la société. Voilà ce qu'il dit. Le problème, dit Foucault, est de savoir si effectivement c'est bien à l'intérieur d'un nous, d'un collectif, qu'il convient de se placer pour faire valoir les principes qu'on reconnaît et les valeurs qu'on accepte. Ou s'il ne faut pas, en élaborant la question, rendre possible la formation future d'un nous. C'est-à-dire que
Finalement, ce que recherche Foucault, semble-t-il, c'est, à partir de ces conceptions néolibérales, la résurgence d'une société qui ne serait pas soumise à l'État, mais qui serait, en quelque sorte, dont le pouvoir serait au contraire à partir du bas, qui s'opposerait dans une formation générale à la force de l'État. Voilà, telles sont les pistes incertaines que nous tentons de parcourir, et je vous prie d'excuser les incertitudes, les imprécisions de mon propos qui tiennent au fait que je suis en train de travailler sur ce domaine et que ces questions sont difficiles. Je dirais, en terminant, que pour le juriste que je crois être, cette aventure dans l'œuvre de Foucault m'a déjà beaucoup apporté dans la recherche d'une compréhension du droit. Je retiens surtout la pensée nomade, qui est celle de Foucault. La pensée nomade qui situe le droit au croisement de perspectives plurielles et diverses, comme la biologie, la mythologie grecque, l'économie politique, la philosophie. Elle ouvre ainsi de nombreuses voies dans l'intelligence d'une discipline qui tend parfois à rester trop repliée sur elle-même. Ne craignons point de suivre Foucault dans ce parcours, ne craignons point de nous éloigner des chemins trop connus, trop balisés par de trop rassurantes certitudes. Je vous remercie.